tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Alors, je vais commencer par présenter l'association qui organise la conférence. Si un problème de micro, etc., vous pouvez intervenir et me le dire, hein, si on n'entend pas bien, ou si c'est désagréable, s'il y a du larcène, un petit peu. Donc, l'association tributaire est organisatrice de cette conférence. Parmi les objets de cette association, il y a notamment susciter et enrichir le débat sur la question animale. Donc c'est dans le cadre de cet objet-là qu'on organise cette conférence. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous Jean-Baptiste Durand, neurobiologiste du CNRS, et André Ménache, vétérinaire de profession et conseiller scientifique pour l'association Antidote Europe. Monsieur Ménage présentera lui-même l'association Antidote Europe. Je vais vous dire comment va se dérouler la conférence. Alors en 3 étapes, je vais m'asseoir. 15 minutes d'expression libre par invité. Donc chaque invité pourra s'exprimer librement 15 minutes et ils ont préparé des présentations. Ensuite, pendant 15 minutes, un échange d'idées entre les deux débattants. Je vais les appeler débattants, je ne sais pas si c'est le terme, s'il y en a un autre, dites-le moi. Et ensuite, 30 minutes de questions avec le public, de questions-réponses avec le public. Tout ça va être chronométré. On tient beaucoup à ce qu'il y ait une réelle égalité de temps de parole entre les deux intervenants, donc on va chronométrer. Et si ça dépasse un peu, ça vous donnera du temps. Enfin, quand l'un dépassera un peu, ça donnera du temps à l'autre, etc., réciproquement. Donc on essaie que ce soit très très égalitaire. Le thème de la conférence, en fait, donc l'expérimentation animale, un mal nécessaire, induit une part éthique, enfin, c'est une question éthique a priori, mais en réalité, justement, c'est pas sur cette question-là, c'est pas sur la question éthique que va porter l'essentiel du débat, en principe. Ça va dépendre beaucoup de vous aussi, hein, mais c'est pas sur cette thématique-là que nos invités viennent parler. Avertissement au public, oui, je voulais vous demander de réserver vos questions pour le moment d'échange de questions. Alors, sauf si justement c'est un problème technique et qu'il faut intervenir parce que personne n'entend rien, là vous pouvez intervenir évidemment. Mais sinon, réservez vos questions pour la dernière partie d'échange public invité. Je précise qu'il y aura peut-être des choses qui vont être dites qui vont heurter les sensibilités de certains parmi vous. Et que vous trouverez révoltant et intolérable. Et même dans ce cas, on comprend bien, mais il faudra tâcher de rester tranquille. Dans la salle, il y a quelques éléments de l'équipe qui sont là pour servir comment on dit déjà, il y a un mot rigolo, mais... Comment t'as dit, Carole ? Le modérateur. Modérateur, merci, parfait. Voilà, de modérateur. Donc voilà, essayez de rester paisible et que cette conférence justement soit un échange d'idées paisible. Ensuite, oui, pensez à couper vos portables s'il vous plaît, ou à les mettre au moins sur le vibreur pour qu'on ne soit pas... Je sens que ça chointe là quand je parle. Je vais faire comme une professionnelle m'avait dit, on met le micro sur le menton. Voilà, on va faire ça, professionnel. Oui, voilà, donc coupez les portables. Les invités, je vous prierai aussi de vous laisser mutuellement parler pour faciliter notamment le travail de décompte de temps, parce que si vous vous chevauchez, ça va être compliqué. Et puis même, voilà, pour que ça soit audible. J'avais proposé de tirer au sort pour savoir lequel des deux allait commencer à parler, mais en fait, vous vous êtes arrangés entre vous, et finalement, c'est Monsieur Durand qui va commencer. Et enfin, oui, juste une petite question, est-ce que le public pourrait lever la main pour ceux qui sont issus d'études de sciences dites dures, qui sont biologistes, qui sont médecins, qui sont chercheurs en sciences dites dures, qu'on ait une idée de la proportion. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui, les invités, je ne comptais pas, mais voilà. Donc on est à 7 pour globalement une vingtaine de personnes, donc ça fait un petit tiers. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite, messieurs Durand et messieurs Ménage, à me rejoindre ici. Et d'ailleurs, je vais vous laisser la place. Vous voulez venir ici tout de suite, monsieur Ménage? Non, vous voulez voir le... Ok. Et moi, j'interviendrai uniquement si je vois que ça dépasse beaucoup. Hein, monsieur Durand, je vous laisse faire. Et j'interviendrai si vous dépassez trop de votre temps, qui est de 15 minutes. Moi, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre accueil, pour l'invitation aussi, même si j'avoue avoir hésité à l'accepter.
Alors, parce que l'expérimentation animale, c'est un sujet sensible qui peut réveiller des passions. Ce qui m'a poussé à accepter, malgré tout, c'est que je pense que c'est une question légitime, nécessaire, sociétale, et que pour nourrir la réflexion, il y a vraiment besoin de ce genre de débat contradictoire pour que les gens soient informés des tenants et des aboutissants, des défauts de ces approches. Donc, la question sur laquelle nous a demandé de plancher, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et pour illustrer cette question, j'ai pris ce tableau de Joseph Wright qui date du milieu du XVIIIe siècle. Et on voit un naturaliste ici, en train de pratiquer une expérience sur un oiseau. Et ce que je trouve remarquable dans ce tableau, c'est qu'on voit deux facettes remarquables des êtres humains. D'un côté, c'est leur volonté de comprendre le monde qui les entoure. Alors cette volonté-là, c'est pas simplement de la curiosité scientifique, c'est aussi la volonté de pouvoir agir sur le monde, de le rendre plus doux, plus vivable, puisqu'à l'époque où vous faites cette peinture, donc au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie moyenne en France, c'est 30 ans. Il y a un enfant sur 4 qui meurt avant 5 ans. L'autre facette qu'on voit ici, c'est l'empathie humaine. Donc elle pousse à réconforter les proches, mais elle s'étend bien au-delà des proches, et elle va elle est touchée aussi par la détresse animale. Et donc ce regard-là, ce regard qui est au mieux interrogateur et souvent accusateur, il accompagne la recherche animale depuis qu'elle existe quasiment, je pense. Et on a souvent tendance à caricaturer ce débat avec des gens radicalement contre l'expérimentation animale qui veulent qu'on l'arrête. Donc là, c'était dans les années 70 une manifestation contre l'ouverture d'un centre de recherche animale. Et des gens pro-expérimentation animale qui leur rétorquent que s'ils sont capables de manifester plus longtemps, c'est grâce aux bénéfices que va apporter la recherche biomédicale et les avancées qu'elle permet. Je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas les pros et les anti. On a tous en nous une part pro et une part anti. Voilà. Et c'est cette tension-là, en fait, entre le fait que ça apporte des bénéfices à l'humanité, mais aussi aux animaux, et le fait qu'on est conscient qu'on utilise des animaux et que de temps en temps ça engendre de la souffrance ou la mort d'animaux, voilà, ce tiraillement, on l'a tous, à mon avis. Et moi, j'ai l'impression c'est que le cadre éthique et législatif aujourd'hui est relativement équilibré et retranscrit bien cette tension-là, puisque donc ce cadre, c'est la directive européenne de 2010 qui a été retranscrite dans le droit français par décret en 2013. Il y a la reconnaissance légale que l'animal est un être sensible. On ne travaille pas avec des éprouvettes, on ne travaille pas avec des objets, mais avec des êtres sensibles. De ce fait-là, donc, il y a tout un ensemble de devoirs dans le soin qu'on va apporter à ces animaux, la façon dont on va les traiter. De ce fait-là aussi, il y a un objectif normal qui est la visée de supprimer l'expérimentation animale à terme. Pour ça, ça passe par commencer à la réduire et donc développer des approches alternatives, simplifiées du vivant, soit des approches in vitro, des cultures de cellules, soit des approches par modélisation informatique qu'on appelle silico. Et en même temps, dans la législation, il y a la reconnaissance que l'expérimentation animale demeure à l'heure actuelle nécessaire pour faire progresser les connaissances, améliorer la santé humaine et la santé animale. Donc, cette nécessité, elle s'accompagne aussi d'une nécessité de désir en tout cas de mieux contrôler la recherche animale, la façon dont elle est faite, en se basant sur un cadre éthique bien établi, la règle des 3 R, que je vais présenter ici rapidement. Donc, remplacer, réduire, raffiner. C'est-à-dire qu'on ne fera pas d'expérience sur des organismes vivants si on peut obtenir les réponses qu'on attend à partir de modèles, de méthodes scientifiques utiles. Réduire, ça veut dire aussi que quand il y a nécessité à utiliser des organismes vivants, modèle animal, tout va être mis en place pour réduire au maximum le nombre d'animaux utilisés. Donc ça passe par un rejet d'études non indispensables, l'utilisation de statistiques, la limitation des répétitions inutiles, notamment par l'homogénéisation des législations internationales et le partage des résultats. Et enfin le raffinement, c'est-à-dire que les méthodes expérimentales doivent être le choix des modèles et des protocoles doivent être réfléchis. On doit avoir des milieux de vie enrichis pour les animaux
et donc une formation appropriée des personnels qui sont en contact avec ces animaux. Alors ça, c'est un cadre éthique, mais c'est aussi le cadre qui permet de faire de la bonne recherche. Parce que ce qu'on a appris aussi au cours des années, c'est qu'on ne peut pas faire de la bonne recherche avec des animaux en souffrance ou stressés. Les résultats qu'on obtiendra ne sont pas valides et fiables. Le contrôle, il s'opère à 3 niveaux. C'est sur les établissements qui accueillent des animaux d'expérimentation. Ça passe par des agréments, contrôle vétérinaire, annuel, mais aussi des visites surprises, un suivi sanitaire, et dans chaque établissement, la nécessité d'avoir une structure en charge du bien-être animal qui vérifie que tous les protocoles sont en adéquation avec les règles en cours. La formation des gens qui travaillent avec ces animaux, avec ces modèles animaux, que ce soit les chercheurs, mais aussi les zootechniciens qui sont impliqués, et enfin l'évaluation de tous les projets de recherche. Donc, il n'y a pas d'animaux qui sont testés sans appartenir à un protocole de recherche qui a été écrit par les porteurs de projet, où on explique les finalités suivies, on justifie l'espèce qui va être employée et le coût potentiel pour ces animaux. Et donc on contrôle aussi a posteriori de ces protocoles de recherche. Alors là, je voudrais faire une parenthèse sur un sondage qui a été fait il y a 1 an ou 2 par la Fondation 30 millions d'amis qui a commandé ça à l'IFOP. Et donc, on est conclu de ce sondage qu'il y a une adhésion forte à l'interdiction totale de toute expérimentation animale. Pourtant, si on regarde la question qui est posée, c'est seriez-vous favorable, je ne sais pas si vous pouvez la lire, je vais vous la lire, mais diriez-vous que vous êtes favorable ou pas favorable à l'interdiction totale de toute expérimentation animale lorsqu'il est démontré que des méthodes substitutives peuvent être utilisées à la place. Donc 90% des gens interrogés, les sondés, disent qu'ils sont plutôt favorables ou très favorables à cette interdiction. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que cette interdiction, elle est déjà dans la loi. Si on m'avait demandé à moi et aux expérimentateurs, je pense qu'on ne serait pas loin de 100% des gens qui sont favorables, tout à fait favorables à ne pas faire d'expérience non nécessaire sur des animaux. Donc, passer de ça à une adhésion à l'interdiction animale, c'est à la limite de la malhonnêteté. Alors, ces modèles animaux qu'on utilise dans les laboratoires, ils sont très divers. Ça va des insectes jusqu'aux primates non humains. Pour ce qui est des vertébrés, il faut savoir qu'on ne prélève rien sur la nature. C'est des animaux d'élevage. Ils sont élevés à des fins d'expérience. Et la plupart des centres qui gèrent ces élevages sont en Europe. Poissons et rongeurs constituent la très grande majorité des animaux utilisés à des fins expérimentales. Chien et chat, c'est moins de 0,2%. Primates non humains, c'est 0,06% des animaux utilisés. Ça, ce que ça reflète, c'est cette nécessité de raffinement, c'est-à-dire qu'on va, quand une question scientifique est posée, on va choisir l'espèce la plus simple qui permet de répondre à la question posée. Quand on regarde le type de protocole, donc ici vous avez, pour différentes espèces, le nombre d'animaux qui ont été utilisés à des fins scientifiques en 2014. C'est des chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, vous avez les chiffres ici, et le type de protocole de recherche dans lesquels ces animaux sont impliqués. Donc jaune clair et orange, c'est des protocoles dont la sévérité est dite légère à modérée. C'est-à-dire que je n'ai pas exclu que durant le protocole, il y a un stress sur l'animal, une souffrance, mais elle est ponctuelle et elle ne provoquera pas de conséquences à long terme sur les animaux. Les protocoles dits sévères ou sans réveil, où l'animal est sacrifié à la fin de l'expérience, c'est une toute petite minorité de ces protocoles. Malgré tout, on peut être a priori choqué par ces chiffres. C'est 1 million et 500 000 rongeurs, plus de 1000 singes qui sont utilisés sur une année en France. Alors, c'est plus pour la réflexion de tout le monde que je donne ces chiffres. Donc, cette même année, des animaux de laboratoire impliqués dans des protocoles de recherche pour faire progresser les connaissances, la santé humaine et la santé animale, c'est 600 chats, 45 000 oiseaux hors poule, et donc c'est 1 120 000 rongeurs. Et je voudrais les comparer à ce qui se passe en dehors du laboratoire. On estime qu'en France, il y a environ 12 millions de chats domestiques. Et la SPA déplore l'abandon d'à peu près 25 000 chats par an. L'abandon d'un animal domestique, je pense que c'est une procédure qui peut être qualifiée de sévère, dans le cas, parce que c'est une vraie souffrance psychologique pour les animaux. Mais comme quoi, même
l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Si on considère que les animaux, donc les chats domestiques, bien nourris, bien traités, on fait quand même le choix d'introduire des prédateurs dans le milieu et donc autour de nos maisons. Et ces animaux, sans aucune nécessité, mais par instinct pur, vont prélever sur la nature, on estime, autour de 70 millions d'oiseaux et 230 millions de petits rongeurs. Au point même que certaines de ces espèces qu'on trouve autour des maisons sont menacées d'extinction aujourd'hui. Monsieur Durand, il vous reste 5 minutes. Ça ira? Je vais aller très vite. La recherche animale, donc, elle recouvre différentes réalités. Donc, recherche fondamentale, comprendre les mécanismes du vivant. Recherche biomédicale, comprendre les pathologies qui peuvent survenir dans ces mécanismes. Et de ces connaissances, donc, des pistes thérapeutiques qui vont être testées sur l'animal pour conduire donc à ce qu'on a aujourd'hui en termes de santé, des médicaments, des vaccins, la transfusion sanguine, des techniques modernes de chirurgie, transplantation d'organes, transplantation implantation de prothèses, outils de diagnostic médical, soins des prématurés. Donc ça bénéficie à la santé humaine. La preuve, c'est que 95% des 109 prix Nobel de physiologie et médecine qui ont récompensé ces grandes découvertes se sont appuyés au moins partiellement sur le modèle animal. Alors je ne vais pas parler de ça. On dit souvent que puisque ça bénéficie à l'humain, autant faire des expériences sur des êtres humains. L'idée, c'est que, effectivement, c'est le cas. Des êtres humains sont impliqués dans ces recherches, c'est-à-dire qu'une fois que des pistes thérapeutiques ont été mises à jour, les tests vont d'abord concerner des sujets humains sains pour tester la dangerosité potentielle, puis des patients pour tester les effets positifs potentiels avant de devenir une généralité. Un autre point crucial, c'est que ces avancées, elles sont aussi utiles pour les animaux, c'est-à-dire qu'elles bénéficient à la médecine vétérinaire, au point que certaines associations soulignent l'importance de la recherche animale pour la santé des animaux. En fait, ces connaissances, c'est aussi à partir d'elles qu'on peut imaginer développer des méthodes alternatives qui permettent à la fois de réduire le nombre d'animaux qui sont utilisés dans ces recherches et de réduire la dangerosité de ces protocoles pour les êtres humains. Allô? Oui. Je voulais vous dire que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour finir, il n'y a pas de souci. J'aurais besoin de 5 minutes, je ne sais pas si... du coup, Monsieur Ménage, c'est peut-être d'accord. Vous en êtes d'accord? 20 minutes chacun, mais je pense que Monsieur Ménage il va peut-être caler son intervention sur 15 minutes pile poil. Enfin, en tout cas, vous aurez du coup 5 minutes de plus, il n'y a pas de souci. Ok, très bien, on fait comme ça. On débute le temps de votre intervention. Donc, quelques mots rapides sur l'apport du modèle primal non humain en neurosciences. Donc, le cerveau humain, c'est l'objet le plus complexe connu dans l'univers. 80 milliards de neurones, très interconnectés. C'est le siège de nos émotions, de nos sensations, de nos raisonnements, de nos décisions, etc. Il y a des processus qui surviennent à l'échelle des connexions entre neurones et on a besoin de pouvoir apprécier leurs conséquences au niveau du cerveau en entier. Des processus qui prennent quelques millisecondes, comme la transmission d'impulsions électriques, jusqu'à des processus comme l'apprentissage, le vieillissement du cerveau, qui se déroulent sur des mois ou des années. On n'a pas de technique qui permette d'apprendre tout cet espace-là, à la fois un espace et un temps. Donc on s'appuie, la stratégie c'est d'avoir une multiplicité de techniques qui viennent cadrer cet espace-temps. La difficulté, c'est qu'une partie de ces techniques sont des techniques dites invasives, donc on ne peut pas appliquer chez l'homme, à part dans des conditions très particulières, et donc on a besoin d'un modèle de cerveau qui soit le plus proche possible de l'humain et pour lequel on a besoin donc de ces primates non humains. Je voulais vous donner 2 exemples rapides. Alors, le premier, c'est la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative qui touche les neurones dopaminergiques de la substance noire. Donc il y a 200 000 cas déclarés en France, 25 000 nouveaux malades chaque année, des symptômes principalement moteurs très handicapants et qui impactent fortement la qualité de vie des patients atteints. On n'a pas aujourd'hui de traitement contre la maladie de Parkinson, mais il y a des approches, des dispositifs médicaux qui permettent de soulager ces symptômes moteurs et de rendre ces gens-là une vie à peu près normale. Un système, donc c'est ici l'implantation d'électrodes à demeure qui viennent stimuler une région bien particulière du cerveau, le noyau sous-thalamique, avec un générateur d'impulsion ici. Très rapidement, donc l'histoire, c'est
on trouve au début des années 80 une étude clinique qui décrit 4 patients qui avaient pris des drogues et qui, après la prise de drogue, donc, développent des symptômes parkinsoniens. Et on trouve dans leur organisme donc, un neurotoxique, le PTP, que les auteurs proposent comme un moyen d'induire un modèle animal de Parkinson. C'est ce qui sera fait la même année. Peu de temps après, donc, grâce à ce modèle animal, on comprend mieux le rôle de ce noyau sous-thalamique dans l'expression de ces symptômes moteurs chez l'animal. Encore un peu après, on montre sur ce modèle-là que la lésion de cette région-là permet de supprimer ces symptômes moteurs handicapants. Et puis par la suite, qu'on n'a pas besoin de faire de lésion de ces régions, mais simplement de les stimuler à haute fréquence pour soulager tous ces symptômes moteurs. Et c'est finalement par une étude clinique chez l'homme que ce dispositif-là sera validé et permet donc de rendre la vie vivable à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Le dernier exemple, c'est paralysie médulaire. Donc, la moelle épinière, c'est par là où transitent toutes les informations, du cerveau vers les muscles, information motrice et information sensorielle à sens inverse. S'il y a une lésion de la moelle épinière, qu'elle se revient bas, on va perdre la motricité et la sensibilité sur la partie basse du corps. Si ça se revient plus haut, là c'est tout le corps, donc c'est une perte totale d'autonomie. 40 000 cas de tétraplégie ou de paraplégie en France, 100 nouveaux cas par an. 60% des gens atteints ont moins de 25 ans. Pourquoi? Parce que c'est des accidents de circulation, des chutes ou des commotions dans le sport principalement. Dans les années 80, des enregistrements sont réalisés dans le cortex moteur de singes macaques qui sont impliqués dans une tâche motrice. Et ces enregistrements permettent de comprendre comment est codé le mouvement. Ils permettent aussi de réaliser qu'à partir de populations de ces neurones, on est capable de prédire les mouvements qui vont être produits. Ça reste de la recherche fondamentale pendant très longtemps, avant le développement technique, notamment des matrices d'électrodes qui permettent d'enregistrer ces populations de neurones, et des développements en termes de puissance de calcul des ordinateurs qui permettent une analyse quasiment en temps réel de ces signaux qui sont recueillis. En 2008, ça permet d'implanter un premier singe au niveau de son cortex moteur, de prendre ce signal-là, de l'analyser pour piloter un bras robot. Donc littéralement, là c'est la pensée de l'animal qui pilote le bras robot, sa volonté motrice. Et ce qui est montré dans cette étude, c'est qu'il est possible à l'animal d'apprendre à contrôler ce bras robot pour aller saisir une récompense et l'amener jusqu'à sa bouche. Il vous reste 2 minutes, monsieur. 2 minutes, c'est parfait. 4 ans plus tard, exactement le même protocole est appliqué donc à un patient tétraplégique, donc quelqu'un qui n'a plus d'autonomie depuis des années, une matrice d'électrode sur son cortex moteur, et grâce à ça, il va pouvoir piloter un bras robot, aller saisir ici ce récipient et l'amener à sa bouche pour voir. Et on voit donc ce que ça peut faire, à mon avis, de retrouver de l'autonomie après tant de temps. L'histoire, elle ne s'arrête pas là, puisque en 2014, une équipe de recherche suisse, en collaboration avec des Français et des Allemands, développe un implant de stimulation qui peut rester à long terme sur la moelle épinière. Donc c'est très compliqué parce que la moelle épinière, elle s'étire, donc il faut un implant flexible et ils réussissent cette prouesse-là. Grâce à cet implant, ils peuvent montrer que déjà des rats qui ont été paralysés sur les membres inférieurs, par la stimulation au niveau de la moelle épinière, peuvent réutiliser leurs membres paralysés et réapprendre à marcher. 2 ans plus tard, c'est implémenté sur un primate non humain, matrice d'électrode au niveau du cerveau, décodage, envoi d'impulsion sur un générateur qui est sous la peau de l'animal, qui pilote donc cet implant médulaire et qui permet à l'animal de retrouver l'usage d'une jambe qui avait été paralysée. Et ce qui s'est passé l'année dernière, donc hier, c'est que cette technologie, elle a été aujourd'hui testée sur 3 patients paraplégiques, donc des gens qui ont marché depuis des années, et qui, grâce à cette technologie, sont capables de remarcher à l'aide d'un déambulateur. Donc, voilà. Ma conclusion, ou en tout cas ma position, c'est que l'expérimentation animale demeure aujourd'hui un mal nécessaire. Et que la question aussi qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce qu'on a le droit de s'en passer si elle est réalisée dans un cadre éthique, contrôlé et rationalisé? Merci, monsieur Durand. Parfait. Pile 20 minutes.
vraiment, ça a été un gros travail, bravo, merci beaucoup. Et donc, oui, Monsieur Ménage, je vous invite maintenant à prendre votre tour sur l'estrade. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis le conseiller scientifique de l'association Antidote Europe, une association créée par des anciens chercheurs du CNRS en 2004, œuvrant pour une meilleure prévention en matière de santé humaine. J'ai un accent belge et je vais faire des fautes en français, donc je vous préviens. Alors, donc très brièvement, je vais toucher sur l'aspect historique, l'aspect réglementaire et l'aspect scientifique de l'expérimentation animale. Alors l'aspect historique. Donc je pense que tout le monde connaît Claude Bernard, qui en 1865 a publié son chef-d'œuvre sur l'utilisation des animaux en laboratoire, justement pour étudier la physiologie, le fonctionnement du vivant. Et c'est Claude Bernard qui a vraiment établi le modèle animal comme paradigme actuel. Je voulais juste vous tourner pour que ça soit plus micro. Moi, je vois là aussi. Ah, pour le coup, merci. Donc, à partir de cette époque-là, le modèle animal est devenu le paradigme de la recherche biomédicale. Donc il ne faut pas s'étonner si la plupart des lauréats de prix Nobel ont pratiqué l'expérimentation animale. Parce qu'aujourd'hui, 98% des subventions de l'État, et au même au niveau de l'Union européenne, 98% des subventions pour la recherche biomédicale sont octroyées à la recherche utilisant des animaux et 2% pour le développement des méthodes dites alternatives. Donc quand les chercheurs nous disent que nos méthodes alternatives ne sont pas très performantes, eh bien, avec 2% du budget, qu'est-ce que vous attendez? Donc, par rapport à l'aspect historique également, quelque chose de très important s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, donc le procès de Nuremberg. Et là, il y a eu un deuxième procès qui s'appelle le procès des médecins. Donc ce sont les médecins qui ont pratiqué l'expérimentation humaine, qui ont expérimenté sur des gens, des personnes. Et donc à ce procès-là, il a été établi et décidé qu'il fallait absolument encadrer l'expérimentation humaine, plutôt, l'expérimentation humaine. Mais en même temps, on a encadrer l'expérimentation animale dans le sens où, avant de passer aux essais cliniques chez l'homme, il faut bien sûr tester la substance chez les animaux. Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui 70 ans plus tard. La science a évolué de 70 ans. Nous avons entre-temps décrypté l'ADN humain, etc., etc. Mais nous sommes toujours bloqués, si vous regardez les directives de l'Union européenne, nous sommes bloqués avec cette même exigence que nous devons passer d'abord par les tests sur les animaux avant de passer aux essais cliniques. Donc, on ne peut pas passer on ne peut pas changer le passé. Est-ce que Claude Bernard aurait pu découvrir la même chose avec ou sans animaux? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que la femme et la fille de Claude Bernard l'ont quitté un jour quand elles l'ont découvert en train de disséquer le chien de la maison, le chien de compagne. Et la femme de Claude Bernard, avec Victor Hugo, ont créé la première association anti-vivisection en France. Claude Bernard était créationniste. Il ne croyait pas dans l'évolution. Pour Claude Bernard, le foie d'un homme et le foie d'un chien, eh bien, c'était exactement la même chose, sauf que celui de l'homme était un peu plus grand.
On pourrait l'excuser aujourd'hui, puisqu'il n'avait pas les connaissances que nous avons aujourd'hui par rapport au fonctionnement du foie. Alors, l'aspect réglementaire, donc, aujourd'hui, si vous voulez obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit pharmaceutique, vous devez tester votre produit sur un rongeur et un non-rongeur. Normalement, le rongeur, c'est un rat, le non-rongeur, c'est un chien. Si ce sont des vaccins ou des produits biologiques, c'est plutôt un singe au lieu d'un chien. Pour les substances, donc les pesticides et les substances chimiques, également, il faut passer par les tests sur les animaux. Alors, plus souvent, ce sont des poissons, des poules, des rats, des souris. La différence entre l'autorisation de mise sur le marché pour les pharmaceutiques et les substances chimiques, c'est qu'au moins, pour les produits pharmaceutiques, il y a ce que l'on appelle la pharmacovigilance, ça veut dire un suivi. Donc, si quelqu'un prend un médicament et cette personne subit des effets secondaires importants, la personne doit d'abord faire le lien entre le médicament et les effets secondaires, aller chez son médecin, lui dire je pense que j'ai des effets secondaires grâce à ce médicament. Le médecin doit croire la personne, doit le noter et transmettre ces informations au ministère de la Santé. Alors évidemment, vous voyez qu'il se peut qu'entre toutes ces étapes-là, il y a beaucoup de lacunes et c'est la raison pour laquelle la pharmacovigilance n'est pas très performante. Mais alors, si elle n'est pas très performante pour les médicaments, elle est quasiment nulle pour les substances chimiques parce que là, il n'y a aucun suivi. Zéro suivi. Une fois que le fabricant a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour sa substance chimique, eh bien c'est parti. Et si 30 ans, 40 ans plus tard, on découvre des effets secondaires chez les personnes, si c'est le glyphosate et le lien avec les lymphomes non-hodgkiniens chez les agriculteurs, etc., alors là on a un problème parce qu'on n'a quasiment aucune donnée humaine. Et donc, nous voyons que nos agences de sécurité sanitaire, comme la ANSES, elles se reposent largement sur des données issues de tests sur les animaux pour calculer les seuils ou les expositions journalières. Donc, les doses auxquelles nous sommes exposés, si c'est la pollution, si c'est des substances chimiques, la majorité est basée sur des données issues des tests sur des rats. Alors, nous ne sommes pas des rats de 60 kg. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Le bisphénol a été homologué grâce aux tests principalement sur les rats. Alors, l'industrie chimique a choisi par hasard le rat Sprague-Dawley parce que le rat Sprague-Dawley est vraisemblablement l'animal du laboratoire le plus résistant aux effets hormonaux des perturbateurs endocriniens. Si vous donnez la pilule contraceptive au rat Sprague-Dawley, elle va continuer à faire des petits. Ça ne la perturbe pas. Tandis que si vous aurez testé le bisphénol A sur la souris CF1, alors là, vous aurez constaté que c'est dangereux, c'est mauvais pour la santé. Mais c'est incroyable que nos agences de sécurité sanitaire font confiance à l'industrie de choisir l'espèce ou la souche d'animal la plus propice pour mettre leurs produits sur le marché. Alors, malheureusement, l'industrie est toujours une étape plus avancée que nous, le grand public. Parce qu'après 30-40 ans de vente sur le marché, on constate que le bisphénol A est très mauvais pour la santé. C'est un perturbateur endocrinien. Et donc, il faut le supprimer. Alors oui, vous allez trouver aujourd'hui des substances, des produits où c'est marqué ne contiennent pas de bisphénol A. Génial. Oui, mais peut-être ça contient du bisphénol S ou du bisphénol F à sa place. Parce que le fabricant est honnête, il dit ne contient pas bisphénol A. Et c'est vrai. Entre-temps, il a substitué le bisphénol A par le bisphénol S, qui est tout aussi méchant, qui a déjà été prouvé comme perturbateur endocrinien. Alors ça va prendre beaucoup d'années jusqu'à ce que le public comprend qu'il y a
a d'autres bisphénols A cachés dans le produit. Donc, toujours, l'industrie est plusieurs étapes en avant que nous. Alors, l'aspect scientifique. Donc, je vais vous expliquer la différence entre un système compliqué et un système complexe. À gauche, vous avez une montre suisse. Ça, c'est un exemple d'un système compliqué. Mais ce n'est pas un système complexe. Parce que je peux vous dire qu'en 20 ans, je peux vous dire avec certaineté que cette montre sera toujours à l'heure, en 20 ans. Je peux le prédire aujourd'hui. Tandis qu'un système complexe, on ne peut pas prédire d'un moment à l'autre ce qui va se passer. Alors, nous sommes tous des exemples des systèmes complexes. Nous sommes tous des systèmes évolutifs complexes. Je ne peux pas prédire l'effet d'une substance ou d'un médicament dans votre corps. Alors, bien sûr qu'une molécule d'eau va réagir dans mon corps et dans votre corps de la même façon. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on est dans les niveaux très très bas, ce que l'on appelle en science des processus conservés. Les processus conservés, ce sont des processus très très basiques que nous partageons tous. Là, il n'y a aucun problème. Mais aussitôt qu'on commence à monter à des niveaux plus complexes, donc si on parle des gènes, si on parle de votre système immunitaire, là, on ne peut plus prédire. Il y a tant de variables. Et ça, c'est la définition d'un système complexe. Il y a des processus émergents. Il y a des effets émergents qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Un système complexe n'est pas simulable selon sa définition. Vous pouvez avoir le meilleur ordinateur au monde, mais ça ne peut pas prédire l'effet d'une perturbation entre deux systèmes complexes évolutifs différents. Et c'est dommage aujourd'hui que les jeunes scientifiques qui étudient la biologie, la médecine, la science, ils ont parfois très peu de formation en ce que l'on appelle la complexité. La complexité en biologie. La théorie du chaos, la théorie de la complexité et évidemment la biologie évolutionnaire. Si nous n'avons pas ces connaissances, des racines de la connaissance, c'est dommage, parce que si on comprend ça, on sait très bien qu'un rat ne peut pas prédire l'effet d'une substance chimique ou d'un médicament chez l'homme. En tant que vétérinaire, je ne vais pas tester des médicaments destinés aux chevaux sur les perroquets. On est tous d'accord. Alors pourquoi tester des médicaments destinés à l'homme sur des rats? Nous ne sommes pas des rats de 70 kg. Alors, on va nous dire que nous rassemblons aux animaux. Oui, c'est vrai, mais attention, parce que la banane, nous partageons 50% de notre ADN avec une banane. Donc attention aux mots similaires. Alors, le modèle animal est-il prédictif pour l'homme? Je vais vous donner l'exemple de la Haute Autorité de Sécurité Sanitaire aux États-Unis, qui s'appelle le Food and Drug Administration. Selon eux, sur 10 molécules ou 10 médicaments qui auront été testés sur des animaux et qui auront réussi chez l'animal, sur ces 10 molécules ou ces 10 médicaments, 9 sur 10 vont échouer au cours des essais cliniques parce qu'ils s'avèrent soit trop toxiques, soit inefficaces. Alors 9 sur 10, c'est un taux d'échec de 90%, ou un taux de prédiction, si vous voulez, de 10%. Ce n'est même pas un taux de prédiction de 10%, c'est une corrélation rétrospective, c'est encore moins. Donc en ce qui concerne la réglementation et la toxicologie réglementaire, là vous avez un bel exemple que le taux de prédiction de l'animal est environ de 10%. Alors si je prends une pièce et je joue à pile ou face, j'ai 50% de chance d'avoir la bonne réponse. Si un produit est toxique ou pas toxique pour nous, et je joue à pile ou face, on est d'accord, j'ai 50% de chance d'avoir la bonne réponse. Tandis que là, c'est 10%, voire pire que de jouer à pile ou face.
Les systèmes complexes, on a discuté, et la biologie évolutionnaire, on a évoqué. Oui. Monsieur Ménage, il vous reste un peu plus de 5 minutes. Merci. Un deuxième exemple concret, le Botox. Le Botox contient la toxine botulique. Alors heureusement, nous sommes tous beaux, on n'a pas besoin de Botox, mais il y a certains gens qui veulent enlever leurs rides. Alors le Botox, comme je l'ai dit, contient la toxine botulique, la substance la plus toxique connue à la science. Et pourtant, on a réussi de le remplacer avec des tests, utilisant des cellules neuronales humaines en culture, pour la substance la plus toxique à la science. Alors il faut se poser la question, si nous possédons la technologie pour remplacer les tests sur animaux pour la substance la plus toxique connue de la science, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas remplacer les tests sur animaux pour les substances beaucoup moins toxiques, par exemple les médicaments? Alors, on a parlé de réglementation, maintenant je vais vous parler de recherche fondamentale. Recherche fondamentale, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est curiosité scientifique. Alors, il y a très peu d'études qui ont étudié vraiment quelle est l'efficacité de pratiquer la recherche fondamentale. Heureusement, il y a une bonne étude qui a été publiée en 2003, qui a pris 25 000 articles publiés dans les meilleures revues. Sur ces 25 000 articles prétendant d'avoir une application clinique pour l'homme. Parce que c'est comme ça qu'on obtient des subventions. Il faut dire que ça va peut-être aider l'homme. Quand je dis l'homme, c'est la femme aussi, hein, je ne suis pas sexiste. Alors, sur ces 25 000 articles, alors je ne vais pas dire qu'ils sont tous, qu'ils ont tous été pratiqués utilisant des animaux, mais une vaste majorité, oui. Donc le taux de réussite était de 0,004%. Alors, je pense que si le grand public, le contribuable, connaissait ces chiffres, il dirait stop. Moi, je veux participer le processus d'autorisation de ces recherches, parce que c'est mon argent. Si j'aime les animaux, c'est la souffrance animale. Si j'aime les humains, eh bien, je pense qu'on a gaspillé beaucoup d'argent. On aurait pu faire peut-être autrement. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on a dit. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce diapositive. Il vous reste un peu plus de 3 minutes, un peu moins de 3 minutes, pardon. Je vois ce que j'ai après. Non, je vais aller plus loin. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui disent oui, on sait que nos expériences parfois ne sont pas très performantes, mais si on adhère à la bonne méthodologie, on va résoudre le problème. Alors avec un collègue, on a publié un article à comité de lecture dans une revue scientifique où on explique que même si vous pratiquez vos expériences sur les animaux comme vraiment à la ligne, vous n'allez toujours pas résoudre le problème du fait que nous ne sommes pas des rats de 70 kg. Alors on dit, ok, alors si on ne peut pas utiliser les animaux, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire évoluer la médecine? Alors d'abord, il faut se focaliser sur l'espèce en question. Donc si je veux étudier le cancer chez les chiens, eh bien je vais étudier le cancer chez les chiens, et pas chez les perroquets. Alors si on veut étudier les maladies humaines, il faut se focaliser sur l'organisme humain. Et ne pas nuire. Quand je dis ne pas nuire, il ne faut pas prendre un animal ou une personne en bonne santé, les rendre malades de façon artificielle pour essayer de les guérir. Il y a suffisamment de malades, de blessés, etc., pour étudier ces gens-là de façon non invasive, sans leur faire mal, avec leur consentement éclairé. C'est plus difficile, c'est plus compliqué que de prendre 100 rats, mais c'est tout à fait faisable. Donc, récolter des données humaines, dommage, c'est quelque chose qu'on a complètement ignoré avec le glyphosate, etc. Octroyer beaucoup plus d'argent. J'ai parlé tout à l'heure que 98% des subventions pour la recherche biomédicale vont pour la recherche sur l'animal, parce que c'est le paradigme actuel de la recherche biomédicale. Investir plus dans la prévention. Si on sait aujourd'hui que les personnes qui sont surexposées aux
aux pesticides sont plus susceptibles à développer la maladie de Parkinson, mais il faut diminuer les pesticides. Plus de transparence, etc. Merci de votre attention. Parfait, merci beaucoup. Il vous reste 10 secondes. Merci, monsieur Kanache. Écoutez, monsieur Durand, je vous invite à nous rejoindre sur l'estrade. Et donc, je vous invite l'un et l'autre à vous poser mutuellement des questions. On va continuer à compter le temps, n'est-ce pas, Dorothée et Laura? Moi, je reste là-bas, j'interviens si ça déborde en termes de temps, notamment. Voilà. Sinon, vous êtes libre d'échanger, de vous poser mutuellement les questions. Vous avez chacun un micro à filaire, voilà. Et merci de parler dans les micros. Donc, moi, peut-être j'ai des points après sur votre présentation que j'aimerais qu'on aborde, mais la première question peut-être que j'aimerais vous poser, si demain, vous pouviez légiférer et interdire toute expérimentation animale, il suffit que vous signiez, est-ce que vous le feriez? La réponse est absolument oui. Absolument oui. Parce que je pense que la recherche sur les animaux est une des plus grosses erreurs de la médecine, de l'histoire dans la médecine, et que nous avons aujourd'hui les outils pour remplacer les tests sur les animaux. Il faut agir vite. Je pense que la société, une fois qu'elle est informée avec des chiffres et des données que je vous ai présentées aujourd'hui, elle va dire au moins, déjà il y a des propositions, par exemple au gouvernement bruxellois, d'arrêter d'ici le 1er janvier 2020 toute expérience sur les singes, les chats et les chiens. Donc déjà, je pense que la société va dire stop, on ne veut pas ça. Jusqu'à présent, c'était un mal nécessaire. Et les militants et le grand public n'avaient pas de réponse. Quand on leur dit c'est votre chien ou votre enfant, vous devez choisir, c'est votre chien ou votre enfant. Alors, si on n'a pas de connaissance, et moi j'étais dans cette situation il y a 40 ans, quand j'étais jeune étudiant vétérinaire, je ne savais pas comment répondre à ce genre de choses. Alors peut-être pour rebondir sur ça, j'ai vu effectivement que c'est le gouvernement des Pays-Bas qui propose d'interdire d'ici 2025. Bon, moi, pour connaître des chercheurs aux Pays-Bas, ça fait déjà un moment qu'ils ont pratiqué leurs expériences ailleurs. Ils vont en Chine ou à des laboratoires. Donc, c'est pas qu'ils considèrent que cette recherche n'est pas inutile et pas utile, mais pour réduire le conflit avec la société civile, ils affichent le fait qu'ils interdisent ça, ils vont faire leur recherche ailleurs. Mais ce n'est pas l'utilité de cette recherche qui est remise en cause par cette interdiction-là. Moi, il y a un chiffre sur lequel j'aimerais vous interroger. Vous dites que la FDA, donc, les chiffres disent que 9 produits sur 10, 9 molécules sur 10 qui vont rentrer dans les tests, vont finalement être abandonnés, ne vont pas être utilisés chez l'homme. Vont échouer au test. Et donc vous en déduisez qu'on a une prédictibilité de 10%, qui est moins bien que la chance. Mais si c'était le cas, ça serait une chance, justement. Je veux dire qu'il suffit de tester un animal, de trouver que c'est toxique, pour en déduire avec 90% de certitude que ça ne sera pas chez l'homme, ou inversement. Donc il y a quelque chose dans ce raisonnement-là qui ne va pas. Alors je ne connais pas ces chiffres pour pouvoir les contester, mais bon, ce que vous dites, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait qu'on serait tellement différents, on aurait un négatif de nous, il suffirait d'observer chez l'animal pour en déduire que le contraire va se passer chez nous. Alors vous dites qu'un rat n'est pas un animal, un homme de 70 kg. Je suis complètement d'accord. Il y a des spécificités. Vous avez aussi montré que 2 rats de lignées différentes ne sont pas les mêmes. Chez les humains, c'est pareil. Certains médicaments, certaines chimiothérapies vont marcher chez certains, pas chez d'autres. Donc, les sciences biologiques font face à cette difficulté qui est réelle, qui est la variabilité interespèce, interindividu, et que ça, on le gère le mieux possible, mais c'est un vrai enjeu. Alors, on va aller vers de la médecine plus spécialisée, plus personnalisée,
Et c'est des choses qui sont prometteuses, mais à côté de ça, on a avec le rat quand même, voilà, il suffit de regarder l'organisme rat et l'organisme humain, on voit que les organes, comme dans le corps humain, sont aussi présents chez le rat ou la souris, qui sont organisés de façon similaire. C'est 98% des gènes qu'on a en commun. Donc effectivement, c'est 50% de la banane. Mais la banane, si on ouvre une banane, on ne va pas retrouver un cœur, un foie, des poumons qui nous permettent d'apprendre des choses sur nous-mêmes aussi. Je vous laisse. C'est vrai que nous partageons presque tous nos gènes avec les autres mammifères, mais ce n'est pas la quantité de gènes que nous partageons, c'est la réglementation et le fonctionnement de ces gènes. Parce que nous avons le gène pour créer une queue, mais chez l'homme, ce gène est inactif, tandis que chez les animaux avec une queue, ce gène est actif. Donc ce n'est pas si facile que ça que de dire oui, on partage énormément de gènes avec les autres animaux, et donc, etc. Je vais vous donner l'exemple du chimpanzé. Le chimpanzé est l'animal le plus proche de l'homme, avec qui nous partageons 98% de notre ADN. Il n'y a pas de meilleur modèle animal que le chimpanzé. Et pourtant, cette toute petite différence entre ADN, entre l'homme et le chimpanzé, fait que le chimpanzé est immunisé contre le sida, les hépatites, le paludisme, et ils ont de différents cancers à l'autre. Globalement, concrètement, 80% des cancers chez les animaux sont des sarcomes, 80% des cancers chez l'homme sont des carcinomes, très différents. Ce qui est important, c'est qu'en 2015, aux États-Unis, la plus grande agence de subvention de recherche biomédicale, qui s'appelle le National Institutes of Health, ont obtenu un rapport de l'Institut de la médecine qui leur ont dit qu'aujourd'hui, à l'époque 2015, le chimpanzé n'est plus considéré comme indispensable dans la recherche biomédicale. On n'utilise plus les chimpanzés aujourd'hui. Alors il faut se poser la question, si on peut s'en passer du meilleur modèle animal dans la recherche biomédicale, avec qui nous sommes déjà éloignés par environ 5 ou 6 millions d'années d'évolution. L'animal suivant le plus proche, c'est le singe. Mais là, il y a déjà 25 millions d'années d'évolution de différence. Alors il faut se poser la question, si on peut s'en passer déjà, selon l'Institut de médecine aux États-Unis du chimpanzé, alors, concernant les autres animaux. Alors, on s'en passe du chimpanzé, effectivement. Bon, il y a des questions éthiques qui interdisent toute recherche fondamentale, notamment sur tous les grands singes. Pas seulement le chimpanzé, tous les grands singes. Si on peut s'en passer, justement, c'est qu'on a des modèles de secours un peu plus bas dans l'échelle de complexité ou de ressemblance, et qu'on sait qu'on sait en tirer quand même assez d'informations pour continuer à faire progresser les connaissances, la santé humaine et la santé animale. Donc ça contredit aussi l'idée qu'on ne peut rien apprendre sur nous-mêmes à partir des animaux, puisqu'on peut se passer des plus ressemblants pour aller faire des recherches sur des organismes plus simples et continuer à en tirer des connaissances. Ça c'était un point. Et j'ai oublié le deuxième. Donc voilà, on s'étire des connaissances d'organismes plus simples. Oui, pardon. Si vous n'avez plus de questions l'un pour l'autre, on peut enchaîner avec les questions avec le public. Là, vous avez 30 secondes de décalage en temps de parole, c'est-à-dire que c'est M. Ménage là-bas. Ah, c'est M. Durand qui a parlé 30 secondes, environ 20 secondes, enfin 25 secondes de plus que M. Ménage. Mais si vous avez d'autres choses. Oui, alors ça sera pour donner un point d'accord. C'est sur les 2% de crédit alloués aux méthodes alternatives, où je vous rejoins tout à fait. C'est pas normal. Pas normal. Et autant ma position c'est qu'on a toujours besoin d'expérimentation animale, autant il ne suffit pas d'afficher la volonté de dire qu'il faut promouvoir
les méthodes alternatives, il faut s'en donner les moyens. Et ça, effectivement, pour moi, c'est pas bien qu'il y ait l'affichage et qu'il n'y ait pas la volonté politique derrière et les crédits qui suivent. D'accord. Vous avez quelque chose à dire de plus, monsieur Ménage, parce qu'il vous reste du coup, oui, là, 46 et une petite minute, non? Ok. Je le donne au public. D'accord. Ouais, écoutez, est-ce que donc voilà, Juliette, je te laisse passer le micro dans le public. Juste donc, n'hésitez pas à lever la main. Le micro ne peut plus fonctionner ici. N'hésitez pas à lever la main et il n'y a pas de questions idiotes, n'ayez pas peur de poser de questions. Je pense qu'on est tous novices ici, ou presque tous, donc n'hésitez surtout pas. Merci à Tributaire pour l'organisation, merci à vous deux, c'était très intéressant. Je n'ai pas bien compris sur les singes parce que là, monsieur, vous venez de dire que c'était plus d'actualité d'expérimenter sur les singes, pourtant vous nous avez montré une diapo là-dessus. Sur les grands singes. Ah, voilà. Grands singes, c'est chimpanzés, bonobos, orang-outang. Justement, sur cette diapo où vous montrez les méthodes invasives sur les cerveaux des singes, c'est assez courageux de la montrer parce que c'est vrai que ça fait beaucoup penser à des actes de torture, non pas du point de vue de l'intention, mais du point de vue de la victime, donc en l'occurrence du singe. Vous avez dit ça, on ne peut pas le pratiquer sur les humains, sans préciser pourquoi. Bon, c'est pour des raisons morales, on est d'accord. On ne peut pas infliger ça à des êtres humains, c'est pour ça qu'on le fait sur des singes. Bon, du coup, ma question est basique et simple. Qu'est-ce qui justifie que sur un individu dont on est sûr, et vous me confirmerez ou pas, qui ressent exactement ce qu'on ressentirait dans la même situation, qu'est-ce qui du coup justifie que là, on ait le droit de le faire? Est-ce que la morale doit être absente de la science, par conséquent? Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Cambridge de 2012 par d'éminents chercheurs neurobiologistes sur la conscience des animaux, qui dit que les animaux ont non seulement une sensibilité mais une conscience, notamment tous les mammifères et les oiseaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les singes et les rats. On va peut-être laisser répondre avant. Ouais, c'est sur le même que vous avez montré paralysé pour pouvoir sauver les humains paralysés. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils ont été paralysés par les chercheurs? Et sur les singes qu'on expérimente, d'où ils viennent? J'imagine que c'est pas des élevages aussi. Enfin, voilà. Donc, si les grands singes qui sont en dehors du champ expérimental, pour essayer de reprendre les questions dans l'ordre sur qu'est-ce qui justifie de faire des expériences sur des singes qu'on appelle de l'ancien monde, comme les macaques. Les exemples que j'ai montrés, c'est des macaques. Et vous dites ça, voilà, pourquoi on le fait chez le singe, on ne le fait pas chez l'homme? Il m'a semblé que ma démonstration, c'était de dire, on commence par le faire chez le singe, mais il y a toujours derrière une application qui est chez l'homme, avec la même approche, qu'il s'agisse de Parkinson, qu'il s'agisse de rendre une motricité à des patients, ça aboutit à des approches thérapeutiques qui sont développées chez l'homme. Donc, on le fait chez l'animal d'abord, comme preuve de concept, preuve que c'est possible. Et une fois qu'on a ces évidences-là, on va le faire chez l'homme. Monsieur Ménage a mentionné le code de Nuremberg de 46-47, après le procès, donc ça va rejoindre aussi la question morale et éthique. Le procès des médecins qui ont fait des expériences sur des humains dans des camps de concentration. Et c'est suite au procès de ces médecins par un tribunal militaire américain qui a édicté le code de Nuremberg. Il y a essentiellement deux piliers dans ce code, trois piliers. La première, c'est qu'on ne fait pas d'expérience chez des sujets humains, chez les humains, sans avoir leur consentement éclairé, sans pouvoir espérer un avantage pour la santé ou pour la société en général. Et donc on passe obligatoirement par la recherche animale, ce qui peut être dans certains cas contesté, mais on passe obligatoirement par la recherche animale pour
avoir déjà développé les connaissances, les technologies, faire des preuves de concept, avant de pouvoir l'implémenter chez lui-même. C'est le socle éthique sur lequel repose la recherche biomédicale. On peut discuter de ce cadre, et dans certains cas, peut-être qu'il est contre-productif, effectivement, pour certaines molécules, certains médicaments. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est le cadre éthique sur lequel toute la législation est bâtie. C'est du fait que c'est ce qui était dit au tribunal des médecins de Nuremberg, que c'est ça qui justifie. C'est ma question, c'était qu'est-ce qui justifie que sur un individu qui ressent pareil? Oui, en fait, je pense que éthiquement, moi je suis en ligne avec ce produit-là. Je ne pourrais pas tester quelque chose dont je ne sais pas si ça va avoir des bienfaits, si ça va être plutôt négatif pour les personnes. Le tester sur des personnes, même les pires personnes du monde, je serais capable. Est-ce que je peux rebondir sur cette question? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu un sort de tribunal en Suisse il y a quelques années où des chercheurs voulaient pratiquer des expériences sur des singes macaques. Et ce tribunal a décidé que c'était un coût-bénéfice. Hein. La souffrance animale ne pouvait pas être justifiée par une soi-disant progrès médical dans le futur. Et donc on a interdit ces expériences sur les singes. Je pense que c'est l'opinion publique qui va l'emporter. Je pense que le public va dire aujourd'hui, les personnes sans formation scientifique vont dire le singe est trop proche de nous pour qu'on lui fasse ces choses-là. Il faut arrêter de faire ces choses-là. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Je crois que ça va arriver très, très, très prochainement. Pour information, les singes sont capturés, par exemple, l'île de Maurice, on les capture dans la nature, on les amène dans un élevage, on les reproduit là-bas, et puis on dit voilà, on utilise des singes qui ne sont pas de la nature. Oui, mais leurs parents ou leurs frères ou sœurs sont de la nature. Le fait qu'un singe soit élevé dans un labo, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il souffre moins qu'un singe qui a été attrapé dans la nature. C'est très très contraignant ce que les singes doivent subir. Ils sont dans des chaises contraignantes. Très souvent, on ne les donne pas à boire toute la nuit. Comme ça, ils ont très très soif le lendemain matin. Et on leur donne quelques gouttes d'eau ou quelques jus de fruits chaque fois qu'ils appuient sur le bon bouton, etc. Et pour moi, c'est une souffrance sévère. Et les chercheurs vont dire l'entraînement, c'est modéré, c'est une souffrance modérée. L'intervention, c'est une souffrance modérée. Moi, je dis modéré plus modéré égale sévère. Il faut se poser la question, nous les contribuables, est-ce que nous sommes d'accord de subventionner ce genre de recherche? On demande où sont les preuves. Il y a deux questions. Est-ce qu'on est d'accord de subventionner ce genre de recherche avec un 0,004% taux de réussite? Et deuxièmement, même si les chercheurs nous disent que c'est la seule façon, eh bien, il faut écouter un chercheur avec les mêmes compétences, donc en neurosciences, parce qu'eux, ils font autrement. Il y a des neuroscientifiques aujourd'hui qui n'utilisent pas des animaux, qui n'utilisent pas des données issues des tests des animaux. Ils disent, moi, je fais comme ça. J'en connais, j'ai interviewé, et sur notre site Antidote, vous avez une trentaine d'interviews avec des chercheurs ou des médecins opposés à l'expérimentation animale, pas pour des raisons éthiques, ou pas uniquement pour des raisons éthiques, mais pour des raisons scientifiques aussi. Oui, bonjour. Alors moi j'aurais deux questions. Une première un peu technique sur, donc vous avez évoqué les réglementations sur l'expérimentation animale et le fait qu'elle n'était autorisée que dans les cas où il n'y avait pas de méthode substitutive possible et également dans le cas où l'expérimentation est considérée comme nécessaire. Et il me semble, voilà, et si j'ai bien compris, qu'est-ce qui détermine la nécessité ou la non-nécessité
deuxième question, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Alors, sur la nécessité, il y a peut-être deux aspects. Il y a une première nécessité qui est de ne pas utiliser les animaux si la réponse à la question posée peut être obtenue d'une autre façon, avec des méthodes alternatives. Donc ça, c'est une nécessité. La deuxième, c'est est-ce qu'il est nécessaire de poser la question? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que la nécessité, on pourrait se dire, bon, on peut trouver une nécessité à tester telle molécule avant de la mettre sur le marché, mais quand on arrive dans le domaine des sciences fondamentales, alors quelle est la nécessité? L'exemple que j'ai voulu prendre avec ces paralysés qui commencent à marcher grâce à cette technologie, au début, ces recherches fondamentales, elles sont faites avec le seul objectif de comprendre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas des technologies de toute façon qui permettent des applications dans le domaine de la santé. Donc, la seule motivation, c'est d'augmenter les connaissances. C'est le but de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale est là, c'est pour ça que quand je dis que c'est des recherches qui font progresser les connaissances, et puis après qui ont comme autre objectif, qui poursuivent dans des objectifs de santé humaine et animale. Il ne faut pas l'oublier, animal aussi. Donc la nécessité de la recherche fondamentale, toute l'ambiguïté est là, et je pense que c'est quelque chose que vous avez relevé plusieurs fois. Voilà. La nécessité, elle est très difficile dans le terme de est-ce que la question, est-ce qu'il est nécessaire de la poser? On peut dire que non. Mais on se coupe de révolutions technologiques dans le médical qui sont possibles par cette recherche, mais qui ne sont pas garanties. Donc voilà, il y a une ambiguïté là. La nécessité de ne pas utiliser l'animal, comme on peut ne pas le faire, elle est claire. Celle de savoir qu'est-ce qui peut être fait comme recherche, qu'est-ce qui est nécessaire, comme quand on dit pas nécessaire, voilà. On peut amener des justifications de tout ce que ça a permis en termes d'avancée de la santé ou tout ça, mais est-ce que c'est nécessaire de les avoir? Est-ce qu'on ne pouvait pas se contenter de vivre moins longtemps, en moins bonne santé, d'avoir plus de... Bon, effectivement, et après on peut aussi réécrire l'histoire et se dire, mais peut-être que si on n'avait pas fait ça, on aurait atteint le même point, les mêmes connaissances, par d'autres moyens. Ça aussi j'en doute, mais bon, il y a une zone floue autour de la recherche fondamentale et de la nécessité. Si je peux me permettre, vous donner un cas assez concret. J'ai passé 13 ans dans des comités d'éthique. Pas en France, parce qu'on ne veut pas en France dans des comités d'éthique, je ne sais pas pourquoi. Mais à l'étranger, j'ai réussi. Donc pendant 13 ans. Et donc je vais vous donner un exemple concret. Quand je demande aux chercheurs de justifier son expérience sur les rats, alors le chercheur va me dire, j'ai pratiqué les 3 heures. Au lieu d'utiliser 120 rats, je vais utiliser 100 rats tout en respectant la biostatistique. Okay. Donc j'ai pratiqué la réduction. Je vais pratiquer le raffinement, le R de raffinement, en utilisant un produit contre la douleur tous les 8 heures. Je vais donner au rat un produit contre la douleur, donc j'ai pratiqué le raffinement. Le remplacement, eh bien, figurez-vous que je veux étudier le cancer, et donc j'ai besoin d'un système vivant complexe entier, et donc je ne peux pas étudier le cancer chez les cellules humaines en culture, et donc je suis obligé d'utiliser le rat. Et à ce moment-là, je pose la question, oui, mais est-ce que vous pouvez me donner des preuves que votre rat est un modèle pertinent pour le cancer chez l'homme? Et la réponse, c'est, Monsieur Ménage, vous dépassez votre mission en tant que membre du comité d'éthique. Votre commission, c'est de veiller que nous respectons les 3 R. Et là, je vous ai répondu les 3 R. On ne met pas en question la validité du modèle animal. Le modèle animal, lui, n'a jamais été validé. Aujourd'hui, on exige des méthodes alternatives, qu'elles soient validées, ce qui est tout à fait normal. Mais on n'a jamais validé le modèle animal lui-même. Et donc, c'est une raison pour laquelle Antidote Europe exige du gouvernement de lancer une commission d'enquête parlementaire sur la validité du modèle animal. Merci.
parle beaucoup des intérêts humains, c'est très bien, mais à quel moment on prend en compte l'intérêt des animaux? Parce que ils vivent pas ils vivent pas pour nous, ils ont leur propre intérêt. Et on n'est pas le centre du monde, quoi. Donc du coup, c'est bien de prendre en compte leur intérêt. Ils n'ont rien à retirer de cette exploitation, cette expérimentation animale. Si, ils ont à retirer. Pas les animaux qui sont directement impliqués, mais les animaux, que ce soit nos animaux domestiques, les animaux d'élevage ou les animaux sauvages, bénéficient de campagnes de vaccination, d'antibiotiques, aujourd'hui d'opérations chirurgicales, et tout ça, c'est des avancées, voilà, dont le monde animal, dans son ensemble, bénéficie aussi. C'est faux de croire que seul l'humain tire avantage de ces recherches. Et quand on regarde le nombre d'animaux utilisés pour la recherche par rapport au nombre d'animaux qui bénéficient de ces traitements, j'ai un vétérinaire à côté de moi. D'ailleurs, je voulais lui poser la question peut-être comme suite, mais moi j'ai lu 70% de molécules d'un pharmacopée utilisé en médecine vétérinaire qui est commune à l'homme. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez? Je pense qu'il faut faire attention comment on interprète ces chiffres, parce que par exemple la pénicilline, qui est très utile pour nous, sauf si on est allergique, eh bien, en médecine vétérinaire, je peux l'utiliser chez le rat et la souris. Par contre, je ne vais jamais l'utiliser chez le cochon d'Inde et le hamster parce que ça peut être mortel pour eux. Donc là, je vous ai démontré, en utilisant 2 rongeurs, le pénicilline sauve la vie, les autres 2 rongeurs, ça tue. Je pense, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça nous a apporté les tests sur les animaux aujourd'hui, dans notre situation? Eh bien, nous avons un écocide actuellement, presque plus d'abeilles. Si vous prenez un TGV, il y a 10-15 ans, et vous regardez la rame de pare-brise du rame, c'était il y a 10-15 ans couvert de papillons et d'insectes. Aujourd'hui, c'est propre, pas un seul insecte. Après 3 heures de TGV, dans la campagne ou dans les villes. Pourquoi cet écocide? Eh bien, on a tout testé. La réglementation exige qu'on teste sur des vers de terre, un poisson et plus d'eau. Mais on a ignoré tous les autres insectes. Aujourd'hui, nous sommes face à un écocide. On est également face à un infanticide. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont 300 substances chimiques de synthèse dans leur corps. La première cause de décès des enfants en France aujourd'hui, entre l'âge de 1 an et 15 ans, c'est le cancer. Quand moi j'étais enfant, les enfants se faisaient casser la gueule quand ils traversaient la rue sans regarder. Mais pas de cancer, ce n'était pas de cancer. Aujourd'hui, c'est le cancer. Et j'ai essayé de vous expliquer que ces substances chimiques de synthèse ont été autorisées grâce aux tests sur les animaux. Donc il y a quelque chose vraiment qui ne fonctionne pas bien dans notre société. Est-ce que je peux revenir sur ce que vous venez de dire, donc écocide, infanticide, en parlant donc, on est bien clair qu'on ne parle pas là d'un écocide ou d'un infanticide qui est provoqué par le fait de faire de l'expérimentation animale. Hein. On parle du problème de pollution, des problèmes environnementaux qui sont plus liés à une organisation économique de la société qu'à l'expérimentation animale. Et franchement, je ne vois pas ce qu'elle vient faire, l'expérimentation animale, dans le fait qu'il n'y ait pas d'insectes, comme on devrait en avoir, des abeilles, etc. Je vais vous expliquer. Si vous regardez nos agences de sécurité sanitaire comme l'ANSES, elles calculent notre exposition, les doses journalières admissibles. La majorité, c'est calculé à la base des tests aigus, toxicité aiguë sur des rats. Donc, tous les seuils, les expositions, les doses journalières admissibles, elles sont calculées à la base des tests sur des rats. Je vous ai donné l'exemple du bisphénol A, les rats, le glyphosate, les rats, etc. Toutes ces substances qui nous entourent aujourd'hui, les autorités de sécurité sanitaire ont fait confiance aux industriels voilà. Donc vous êtes pour l'expérimentation animale généralisée, c'est-à-dire qu'une substance, il faut la tester sur les souris, mais sur les abeilles, sur les moustiques, etc., avant de mettre un produit sur le marché. Même avant ça, on peut le tester sur des cellules humaines en culture, d'abord, savoir qu'est-ce que ça va faire pour notre santé.
Il y a aujourd'hui beaucoup de tests utilisant les cellules humaines en culture qui ne sont pas 100% prédictives, mais en utilisant l'effet sur les protéines de la cellule, l'ATP, etc., on peut avoir suffisamment, le taux de prédiction sera plus haut que celui de tests sur les animaux. Donc déjà, ça nous donne, c'est un premier criblage, ça nous donne une idée qu'est-ce que ces produits vont faire, et surtout les cocktails, parce que nous sommes exposés à la fois à plusieurs substances en même temps. Et donc avec par exemple la toxicogénomique, on peut étudier des millions de combinaisons, tandis qu'aujourd'hui, la réglementation, on teste une substance à la fois sur un rat. Je voudrais juste revenir pour que les personnes présentes n'hésitent pas à jouer les avocats et avocates du diable et à poser des questions aussi un peu pièges à M. Ménache aussi, parce que comme on l'a vu au tout début de la conférence, il y a une espèce de déséquilibre entre les partisans de l'expérimentation animale et les anti-expérimentation animale dans la salle. Donc si personne s'y colle, moi je m'y collerai, je trouverai bien quelque chose. Mais n'hésitez surtout pas, et puis les pro-expérimentation animale, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Vous êtes ici, c'est Peace and Love, voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, je rends le micro. Bonjour, merci, très bien, merci vraiment, c'est très riche tout ça. Il y a énormément d'informations de part et d'autre, c'est très intéressant. Je pense que dans le grand tout a une place, mais ceci étant, il y a des choses qui sont dures à avaler. Aujourd'hui, oui, certes, la recherche fondamentale est quand même établie sur un paradigme établi, qui fonctionne comme ça depuis une éternité, pour moi. En tout cas, ça c'est peut-être un jugement de valeur, mais c'est quand même une vision anthropocentrée. Comme Carole disait tout à l'heure, sur la conférence de Cambridge, en 2012, il y a une reconnaissance quand même de la sensibilité de la conscience. Monsieur Ménage, vous avez parlé aussi de l'éveil des consciences. Je pense qu'on en est là aussi aujourd'hui. Et tout à l'heure, quand vous parliez d'être pro ou pas pro-animal, je pense que c'est une idée juste de justesse, de justice. Et moi, ce que je me dis, c'est la considération de l'individu, il est où là-dedans? Et si l'animal non humain était considéré comme une personne, déjà si l'entendement à ce niveau-là se faisait, si on considérait l'être vivant, différent de nous, différent de l'humain, comme une personne, tout simplement. Moi, c'est déjà la première question que je me pose. C'est pourquoi la vision anthropocentrée fait que l'humain se sert toujours du reste du vivant à son compte, et aussi pour eux, comme vous dites, hein, ça sert à produire des médicaments pour les animaux. Mais le but premier, c'est quand même l'humain. Hein, et on se sert de l'animal pour... Mais nous sommes tous des animaux sur cette terre, il ne faut pas l'oublier. Et tout le monde doit aussi avoir le respect de l'autre. Donc oui, cette vision, elle est fondamentale au niveau de la recherche, mais elle est établie, et trop établie aujourd'hui. Et je pense que l'évolution, il faut qu'elle se fasse. Donc c'est super d'avoir dit que oui, c'était pas bien que la recherche antidote n'est que 2%. Et j'espère que l'éveil des consciences fera que ça évoluera vers un monde meilleur, en tout cas, et plus juste. Aujourd'hui, moi, je me demande à qui profite la recherche réellement. Vous avez parlé de l'industrie pharmaceutique. Il y a des chercheurs qui ont trouvé des choses qui pouvaient soigner et qui n'ont jamais été commercialisées. Comment sont orientées les recherches et à qui profite réellement la recherche aujourd'hui? C'est ma plus grosse question. Je pense que la question, elle continue à nous profiter à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des chirurgies de transplantation de cœur, on a des choses incroyables qui peuvent être pratiquées. De façon plus générale, les antibiotiques, les vaccins, ça nous bénéficie à nous, aux animaux. Donc le bénéfice, ça en est un bénéfice quand même des recherches développées. C'est de continuer à produire.
maladies. On a eu récemment des zircales, Ebola, des menaces sanitaires qui surviennent et pour lesquelles, du fait de cette machinerie-là, on est capable de réagir très vite, de trouver très vite des solutions pour endiguer des épidémies. Donc ça continue à nous protéger, nous et les animaux qui nous entourent. Ensuite, il y a une question, voilà, vous avez mentionné l'industrie pharmaceutique et tout ça. Moi, je suis pour un cloisonnement très strict de la recherche. C'est-à-dire qu'elle doit être séparée des intérêts financiers. Elle n'est pas assez. Et il y a des abus de ce côté-là, donc il y a peut-être de mauvaises habitudes qui sont prises. Je ne trouve pas normal que l'industrie pharmaceutique puisse elle-même faire des tests sur les animaux, dans des conditions qui vont l'arranger, choisir ses propres lignes de souris parce qu'elles vont lui donner des résultats plus intéressants, puis prendre les résultats qui les intéressent et mettre ça en avant pour justifier donc, la commercialisation de telle molécule. Il doit y avoir une ligne nette entre ce qui est la recherche et ce qui est l'industrie. Si ça peut répondre en partie à la question. Et après, donc, votre position philosophique qui est le spécisme, et l'antispécisme, c'est de dire voilà, il n'y a pas de hiérarchie entre. Je le respecte, je ne le partage pas obligatoirement, je suis pour un traitement humain des animaux. Je pense qu'on a des particularités, ça nous donne aussi des devoirs, mais je respecte ce point de vue. Oui, donc moi je trouve pas que ce soit une position philosophique parce qu'elle est basée sur des faits. On a parlé de la déclaration de Cambridge sur la sensibilité, la conscience des animaux, et il y a des faits, ils souffrent, ça c'est factuel. Voilà, donc c'est pas une position philosophique à mon avis. Madame a parlé d'éveil des consciences et Monsieur Ménage a parlé d'évolution de l'opinion publique. Bon, oui, merci pour ces mots rassurants. Moi, je pense que ça va découler de choix politiques, surtout, en tout cas que ça le doit. Et donc, je rappelle que le 26 mai prochain, il y a des élections européennes. Vous avez parlé, Monsieur Ménage, d'enquête parlementaire pour démontrer la validité ou la non-validité du modèle animal. C'est au niveau européen ou national? Au niveau européen, on a échoué. En 2015, il y avait l'initiative citoyenne européenne. On a récolté plus d'1 million de signatures des citoyens européens. La Commission européenne donc, nous a proposé une audition qui a duré 3h30 au Parlement européen, pendant laquelle les représentants de l'initiative avaient 34 minutes de parole en total sur les 3h30. Donc ce n'était pas une audition sérieuse. Et tout de suite après, donc, la Commission européenne a lancé un communiqué de presse où ils nous ont claqué la porte. Et puis on peut pas, il n'y a pas de recours après l'initiative citoyenne européenne, zéro. On a fait plainte aux médiateurs, etc. Zéro résultat. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on aura plus de chances de succès au niveau national plutôt qu'au niveau de l'Union européenne. Et donc cette démarche de proposition d'une commission d'enquête parlementaire, elle est en cours en Belgique, en France, dans d'autres pays aussi. Voilà. Je crois qu'il y a une question ici, monsieur. Bonjour. Alors je vais essayer de me faire un petit peu l'avocat du diable, mais la question à laquelle je vais arriver, je me la pose sincèrement. Je ne sais vraiment pas comment la résoudre. Ça marche, hein? La question à laquelle j'arrive, je me la pose sincèrement parce que je n'y vois aucune issue. Et ce que personne ne semble avoir remarqué. Non, c'est bon. Le problème de ce genre de débat oraux, c'est sur le plan philosophique d'où viennent ces présupposés. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de Nuremberg, et l'idée que la vie humaine vaut plus que la vie animale vient en grande partie de la tradition religieuse. Donc c'est une idée qui nous vient depuis longtemps, qui n'est pas réellement démontrée, c'est une question de foi à ce niveau-là. Et le problème, c'est que,
c'est que ce scénario-là s'effondre actuellement avec les fondements de la religion. On arrive donc à la conclusion logique qu'il n'y a pas de hiérarchie entre l'homme et l'animal. Mais ce qui est assez amusant à remarquer, c'est que malgré la destruction de ce narratif, on retrouve toujours une partie du discours religieux dans les opposants à l'expérimentation animale, puisqu'on retrouve le côté péché originel. L'être humain, la conclusion logique est de dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Il y a une sorte de statu quo. Or, ce qu'on entend là, c'est l'inverse du statu quo. C'est on doit faire payer quelque part à l'être humain en faisant de l'expérimentation sur l'homme ou en arrêtant la recherche et en laissant les gens qui auraient pu être soignés par cette recherche subir les conséquences de leur état, quoi. Ce n'est pas une position neutre, c'est le miroir de la position pro-expérimentation animale en fait. Et la question que je me pose, c'est si on veut supprimer tout narratif religieux, qu'on en soit du côté pro ou anti-expérimentation animale, c'est comment on peut fonder un système éthique basé uniquement sur la raison et la rationalité. Comment on peut démontrer que, par exemple, arrêter... en fait, il n'y a plus de hiérarchie des valeurs. Donc au final, comment on règle le statu quo? Au final, pour l'homme ou pour l'animal, on n'a aucun moyen de trancher, de les opprimer. Écoutez, c'est une discussion très très philosophique. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme les personnes, les militants en tenue de stand. J'ai fait des formations pour les militants pour répondre aux questions du grand public. Et donc, c'est souvent les mêmes 5 questions. Et parmi ces 5 questions, justement, il y a une question piège que les gens posent aux militants. Êtes-vous pour ou contre l'avortement? Alors, ce que mes conseils aux militants, c'est de dire que c'est une question très très intéressante, très philosophique, mais qui n'a rien à voir avec l'expérimentation animale. Par contre, la question d'après, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation de cellules souches dans la recherche biomédicale? Et là, c'est plus nuancé, parce que nous avons 3 types de cellules souches. Nous avons des cellules souches de l'adulte, donc des déchets chirurgicaux humains, qu'on peut utiliser avec le consentement éclairé de l'individu. Et aujourd'hui, avec des cellules souches, on peut faire de la recherche formidable. Vous avez une deuxième sorte de cellules souches issues du cordon ombilical. Et là également, avec le consentement éclairé des parents, on peut utiliser les cellules souches issues du cordon ombilical sans faire mal à l'enfant. Aucun problème. Le troisième, ça c'est fait polémique parce que ce sont des cellules souches embryonnaires. Ça veut dire qu'à l'âge de 14 ans, on tue cet individu pour s'en servir de cellules souches. Et là, c'est une question sociétale. Parce qu'il y a, dans certains pays, on dit c'est ok, dans d'autres pays, ce n'est pas ok. C'est comme ça que je vais essayer à répondre à votre question. Parce que, mais pour moi, l'expérimentation animale, j'ai fait pas mal de débats. Un débat qui m'a frappé, c'était au Royaume-Uni, un débat universitaire. J'avais un contradicteur, donc l'équivalent du GIRCOR, si vous connaissez le GIRCOR, c'est un lobby qui prône l'expérimentation animale. Et donc j'étais face au porte-parole du GIRCOR. Nous avions chacun de nous 20 minutes pour présenter nos arguments. Et à la fin du débat, il y a un élève qui s'est mis debout. Il a dit, écoutez, vous avez été tellement convaincants, vous deux, je ne sais pas qui des deux croire. Donc, je dois me fier à l'éthique. Et donc, c'est pour ça que je suis contre l'expérimentation animale, parce que pour moi, c'est inacceptable au niveau éthique. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui ce qui se passe dans la société. Le public commence à comprendre petit à petit qu'il y a une argumentation scientifique contre l'expérimentation animale. Et donc aujourd'hui, si je suis match nul avec M. Durand, pour moi, c'est gagnant. Pour moi, c'est gagnant. Parce que les gens se disent, ah, je ne sais pas qui des deux a raison, et donc je dois me fier à mes convictions personnelles, la souffrance animale, ou la philosophie, ou je ne sais pas quoi. Et là, je pense que la plupart du temps, c'est contre l'expérimentation animale.
Si je peux reprendre, j'adhère à ces propos-là. C'est-à-dire que pour moi, ce combat-là, il ne divise pas des pros et des anti. Il y en a, hein, radicaux dans une position ou dans l'autre, mais c'est vraiment une question qui nous tiraille tous. On est tous capables de se projeter avec un proche malade et se dire, bon, on va pouvoir le sauver parce qu'il y a de la recherche animale qui a été faite, qui a permis de développer des voies thérapeutiques, et ça va le sauver. Et en même temps, être sensible aussi à la recherche animale, et ce combat éthique, voilà, on a tout ça à nous. Donc c'est une question difficile, et moi aussi, le machine me convient, parce que pour l'instant, en tout cas sur les recherches que moi je pratique, primat non humain, chien et chat, une majorité des gens aujourd'hui rejettent ça. Rejettent cette recherche-là. Si on votait demain, je crois, au niveau européen, elle serait simplement supprimée. Je pense que, peut-être, même avec des débats contradictoires comme on a là, cette opinion-là resterait majoritaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on interroge par exemple le milieu scientifique, hors expérimentation animale, 80-90% des scientifiques soutiennent la recherche animale, parce qu'ils en comprennent l'intérêt. Dans le grand public, 60% la rejettent, 70% dans certains pays. Et je pense qu'on a un tour. C'est-à-dire que les chercheurs se sont mis en retrait de ce débat. Eux font la recherche avec la justification qu'ils ont pour eux de se dire c'est utile ce que je fais, mais ils ne se sont pas sentis obligés d'aller se mettre en première ligne et d'aller exposer leurs arguments. Certains parce qu'ils ont peur, simplement, parce que ça évoque des fois des réactions qui sont très, très dures à leur encontre, et donc ils se disent, ils restent dans leur laboratoire, pas parce qu'ils veulent cacher des choses, mais simplement pour pouvoir continuer à travailler et pas attirer la lumière sur eux, et donc les amener. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Quand vous êtes chercheur, vous êtes formé, voilà, ça dure depuis longtemps. S'il y avait cette possibilité d'alternative lors de vos études, ben, il y aurait peut-être des orientations qui seraient différentes. Alternative, vous vouliez dire s'il y avait du travail sur les cellules souches, comprenez bien que vous êtes chercheur, mais vous avez fait des études et on vous a appris, eh ben, tu prends une souris, tu prends un crapaud, tu prends un chien, tu prends un primate, et tu fais tes recherches. Aujourd'hui, on en est là. Mais si, on en est là. Et pourquoi il n'y a pas de cellules souches alors dans les études Non, mais il y a des cellules souches sont utilisées dans beaucoup d'études et elles servent à répondre à certaines questions. Si on étudie... Pourquoi il y a autant de différences justement? Aujourd'hui, l'éveil est là. Il y a quand même des... Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il y a autant de subventions d'un côté et pourquoi on claque la porte à monsieur, à la Commission européenne. Moi, j'ai du mal à comprendre ça aujourd'hui. Alors, pardon, mais je pense que peut-être M. Durand n'est pas forcément mieux placé pour répondre à cette question. Ah oui, non, je pose la question. Voilà, c'est pas venimeux, hein, ce que je veux dire, c'est que, enfin voilà, je pense que tout a sa part aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des choses qui évoluent lentement, parce qu'il y a des intérêts à ce que ça évolue lentement. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que tout le monde, même les chercheurs, vous avez conscience qu'il y a une souffrance, que vous aimeriez bien qu'il n'y ait plus d'expérimentation animale, puisque c'est prévu dans les années à venir, dans les décennies à venir. Pourquoi aujourd'hui ça n'avance pas différemment et plus vite? Alors pardon, mais d'une part on ne vous entend pas bien dans l'enregistrement vidéo parce que vous n'avez pas le micro. Et en plus il y avait monsieur qui attendait pour pouvoir poser sa question. Non, mais et en plus je ne sais pas s'il y a quelque chose à répondre ou... non, mais je préfère donner la parole aux personnes qui veulent poser des questions. On va bientôt arriver au terme de la conférence. Je vous laisse poser votre question et messieurs Ménache et Durand répondre. Je rajouterai peut-être quand même une petite question moi aussi pour et puis voilà, on en arrêtera là. C'est vraiment une pression du public, puis ça continue. Ok, du coup, je voulais commencer déjà par une question qui est plutôt une remarque. Monsieur Ménache, vous parlez du fait que les systèmes sont des systèmes complexes, donc du coup il y a des problèmes de prédictabilité. Mais moi je ne suis pas biologiste ni quoi que ce soit, mais à mon sens, un système complexe, c'est pour ça qu'on fait des modèles justement, et l'animal est utilisé comme un modèle, et les tests sont pas effectués. Sinon vous prenez un des nôtres. Un des nôtres. Il risque de ne pas être assez long. Voilà. Asseyez-vous là, je vous amène le micro.
vous êtes focalisés tous les deux sur l'expérimentation d'une part biologique, donc pour les tests précliniques, etc. Et également pour les tests, comme vous avez présenté dans votre présentation, sur les tests intrusifs des électrodes dans le cerveau, etc. Et pour moi, il y a une autre part d'expérimentation animale qui pose des questions différentes, qui est tout ce qui va être étude comportementale, c'est-à-dire étudier des animaux dans un environnement contrôlé. Et effectivement, tout ce qui va être études neuroscientifiques, pas forcément biologiques, mais études neurologiques et études comportementales des animaux. Et je voulais avoir votre avis tous les deux sur ces questions-là, parce que ce pas des questions qui ont été traitées dans la conférence pour l'instant. Alors, je vais vous citer un des pères de l'éthologie, donc Tim Bergen, et je crois Konrad Lorenz aussi. Ils ont dit le vrai éthologue, au lieu de mettre l'animal dans une cage et l'observer, se met dans la cage, dans la nature, et observe l'animal. Parce que là, l'animal est dans son contexte naturel. Vous pouvez l'observer, il n'a aucune contrainte. Ça, c'est l'éthologie pure. Tandis que aussitôt que vous mettez un animal dans une cage, l'animal est sous stress. Surtout si c'est un primate non humain. Vous l'avez pris de sa famille, de son environnement, etc. Il est complètement stressé. Vous n'allez pas constater un comportement normal. Je rappelle qu'on ne prend pas d'animaux, on ne prélève pas d'animaux dans la nature, c'est des animaux d'élevage qui sont nés dans des centres d'élevage, donc c'est leur contexte, c'est leur écosystème. Donc l'éthologie, c'est une science indispensable, c'est une nouvelle science qui étudie le comportement des animaux. Les neurosciences, autre chose, c'est le fonctionnement du cerveau. Bien sûr, les deux sont liés, mais on ne peut pas pratiquer ces neurosciences dans un contexte, peut-être un jour on sera placé des matrices d'électrodes dans le cerveau d'un animal, prélever de la nature, faire une chirurgie très peu invasive et le remettre dans la nature et enregistrer l'activité de son cerveau alors qu'il est dans son milieu, suivi avec des caméras pour mettre en relation l'activité enregistrée dans le cerveau et ses comportements naturels. J'espère qu'on arrivera à ça et c'est pas du tout impossible comme la télémétrie se développe très rapidement. Donc ça peut être des choses on saura faire le lien entre éthologie et neurosciences dans les années qui viennent. Pour l'instant, c'est vrai que ça se fait dans des conditions séparées. Mais juste un mot. Il faut demander aux contribuables, est-ce que vous êtes prêts à payer, subventionner ce genre de recherche pour satisfaire ma curiosité scientifique? Ça c'est une question qu'il faut poser aux contribuables, parce que beaucoup d'argent dans la recherche biomédicale, ça vient des contribuables. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire subir les animaux de telles expériences pour grandir nos connaissances scientifiques? Et donc, je pense que l'exemple en Suisse, c'est un très très bel exemple où le tribunal a décidé non, la souffrance animale des singes qui vont subir ces expériences est inacceptable. Et c'était même par rapport au progrès médical dans le futur, donc pas comportemental. Parce que comportemental, on peut bien en discuter, mais c'était même médical. La vie était non. Vous n'avez rien à... Si? Alors, allez-y. Je voulais juste demander aux maîtresses du temps où on en est. Est-ce que c'est équilibré pour l'instant? Il y a plus de paroles pour M. Ménage, donc... Monsieur Durand, du temps. Il y aura deux dernières questions, la mienne et celle de Madame. Et puis je pense qu'on en arrêtera là, si tout le monde est OK avec ça. Pour clarifier un point, ce que j'ai compris de votre position, c'est que vous n'êtes pas contre l'expérimentation animale. Vous êtes pour l'expérimentation animale au bénéfice des animaux et pour l'expérimentation humaine au bénéfice des humains. Je me trompe. Parce que, juste pour répondre, il y a trois principes qui me guident. Le premier principe, c'est d'étudier l'espèce en question, donc des chiens pour des chiens, des chats pour des chats. Deuxième, pas nuire. Pas nuire, ça veut dire pas prendre un animal en bonne santé, le rendre malade pour l'étudier, ou imposer des contraintes. Et le troisième principe, c'est se baser sur des preuves. Alors moi je vais poser une petite question à M. Ménage, dans la mesure où, dans le contexte de travail de M. Durand, donc la neurobiologie, est-ce qu'il existe à votre connaissance, ou est-ce que c'est en cours de développement, des méthodes substitutives qui permettraient de faire ce type d'études-là
autrement qu'en utilisant ou un primate non humain ou un humain? Alors, j'ai des collègues dans les neurosciences qui pourront répondre à cette question beaucoup mieux que moi, mais je sais qu'il existe aujourd'hui tant de technologies très très performantes. Je pense que si on veut répondre à une maladie spécifique, on peut y arriver utilisant des malades, des humains, de façon non invasive, pour les aider, des autopsies. Donc, si vous allez sur le site d'Antidote Europe, la rubrique Entretien avec chercheurs médecins opposés à l'expérimentation animale, vous avez un neuropathologue à l'université de Berkeley en Californie qui étudie la maladie d'Alzheimer sans expérience sur les animaux. Vous avez la professeure Anne Bioter, professeure émérite à Montpellier, qui développe un système pour remplacer justement les électrodes profondes pour le Parkinson, parce qu'il a des effets secondaires importants, etc. Mais j'irai encore un peu plus loin, un peu avant-garde. Je suis convaincu, si je prends les singes, si j'interdis à M. Durand d'utiliser des singes, et je lui dis, je te donne l'argent, tout l'argent que tu veux, pour étudier, pour essayer de faire avancer la médecine humaine sans animaux, voici un budget illimité, je suis sûr que M. Durand a les compétences de s'en passer du modèle animal pour faire avancer la médecine humaine. Quelque chose, M. Durand, de plus? Non. Vous avez le temps de... Si vous avez quelque chose à rajouter, mais de toute façon, il y a une autre question qui va venir, et j'ai l'intuition que c'est M. Durand qui va beaucoup parler là. Oui, vous n'aviez pas répondu à ma question initiale. Il y en avait beaucoup, c'est pour ça. Qu'on fasse subir à un singe ce qu'on ne s'autorise pas moralement à faire subir à un être humain. Bon, j'en prends note. Deuxième question, qu'est-ce qui justifie qu'on fasse subir à un chat de laboratoire ce qu'on ne s'autoriserait pas à faire subir à un chat dit de compagnie? Merci d'avoir rappelé les chiffres de maltraitance d'animaux de compagnie et d'abandon. Moi j'ai 2 chats issus de refuges. Quand ils souffrent, je les emmène chez le vétérinaire pour qu'ils aient des médicaments pour qu'ils ne souffrent plus. Mais si c'est au prix de souffrances extrêmes d'autres animaux, que ce soit des chats ou que ce soit des souris d'ailleurs, là par contre je ne suis pas du tout d'accord. Et quoi d'autre que le hasard fait que l'un soit sur mon canapé et l'autre dans une cage de laboratoire? Alors, celui qui est dans le laboratoire, vous n'aurez pas pu l'avoir sur votre canapé, puisqu'il est dans des centres d'élevage et donc dédié dès sa naissance à faire l'expérimentation animale. C'est son milieu. C'est nous qui lui avons imposé quand même. Donc, je veux dire, ils ont connu que ça. On n'est pas venu les prendre sur les canapés des gens. Non. Après, voilà, vous avez 2 chats. Et bon, il y avait un chiffre sur l'abandon, mais il y avait un chiffre aussi sur l'impact de ces 2 chats sur la faune et la flore sauvage. C'est des animaux que j'imagine bien nourris, bien traités, je ne doute pas un instant. Mais quand ils sortent la nuit, le soir, si un oiseau passe, si un petit mammifère passe, ils vont l'attraper et puis jouer avec, ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas fait. Qu'est-ce qui justifie ça? Ça, c'est pas notre responsabilité. Non, non mais si, c'est la responsabilité, parce que si vous n'avez pas ce chat, chez vous, la souris ne va pas mourir ou l'oiseau à côté. Moi j'adopte des chats en fin de vie, malades ou vieux, je ne les choisis pas et ils sont enfermés, ne sortent pas à l'extérieur, ils ont une espèce de panier retraite palliative, donc déjà ça ne concerne pas. Et en plus là on m'interroge sur des scientifiques, sur notre responsabilité humaine, nos choix. C'est plutôt une question de choix que de nécessité finalement, parce qu'on pourrait tester sur des personnes dans le coma ou des handicapés, mais on choisit de ne pas le faire. En tout cas, oui, c'est légalement, c'est effectivement ce qui se passe. Et si on avait le choix offert un jour, je me refuserais absolument de tester même des handicapés ou des prisonniers. J'ai entendu ça des fois. Pourquoi on ne fait pas ça sur les prisonniers plutôt que sur des animaux innocents, prendre des prisonniers qui sont coupables de choses. Moi, mon équipe personnelle m'interdit ça. Et après, donc, effectivement, dans ce questionnement éthique clinical, on a toujours ça en tête, c'est-à-dire le coût-bénéfice, le bénéfice par rapport au coût.
effectivement, on va pouvoir engendrer de façon ponctuelle de la souffrance, de l'angoisse, hein, mais il y a l'espoir quand même d'en tirer des bénéfices bien plus grands que la souffrance qui a été occasionnée de façon ponctuelle. Je rappelle donc les chiffres que j'ai donnés sur les protocoles, la majorité des protocoles qui impliquent des rongeurs, enfin, tous les animaux qui sont utilisés en laboratoire, c'est des protocoles de classe, on dit, modérés à légère. Donc c'est des animaux qu'on ne tient pas en souffrance, il n'y a pas de torture dans le laboratoire. Entendu. Eh bien écoutez, je crois qu'on va clore là. On va demander aux maîtresses du temps s'il y a une égalité, ou presque. Oui, presque. Et 1 minute de moins pour M. Durand, c'est ça? Pour vous remercier alors de l'invitation. Ben écoutez, on va clôturer comme ça. Donc merci à tous d'être venus, merci aux 2 invités, et merci en particulier à M. Durand qui était là. Et malheureusement, Tributaire n'est pas assez riche pour vous offrir un petit cocktail. Mais justement, parlons-en, vous pouvez avant de partir adhérer à Tributaire ou faire un don. Voilà. Et surtout, vous pouvez vous inscrire sur les listes si ce n'est pas déjà fait à la fin pour qu'on puisse vous envoyer un petit questionnaire après coup par mail pour savoir ce que vous avez pensé de la conférence, si ça vous a aidé à vous forger une opinion. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.